Dans cette vidéo, on va voir les dangers d'investir en actions individuelles. Il y a 14 raisons au total, donc on est parti directement sur mon écran. Bien entendu, si vous investissez en actions individuelles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans des actions individuelles. Juste, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir parce que sinon, vous prenez un risque qui est quand même très important. Donc, on commence par le premier danger, c'est le risque de concentration. Donc là, c'est investir dans des actions individuelles, ça augmente le risque lié à la concentration car le portefeuille est moins diversifié. Typiquement, Warren Buffett, il conseille d'avoir au moins 40 actions dans un portefeuille pour avoir une bonne diversification qui est à la fois sectorielle, en termes potentiellement de capitalisation, ça peut être aussi au niveau directement de la diversification géographique. Donc si vous avez moins de 40 actions, il y a de fortes chances que vous soyez très concentré, potentiellement sur certains secteurs, potentiellement au niveau géographique, potentiellement en termes de capitalisation, et donc c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Le deuxième point, c'est le temps et les efforts. C'est qu'ici, pour l'exemple, il y a 40 actions. Et donc, quand il y en a 40, il faut en suivre 40. Donc, c'est analyser chaque entreprise pour déterminer si c'est un bon investissement. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais par contre, si en soi, on a beaucoup de temps devant soi, on finit sa journée et on a encore potentiellement 30 minutes, 1 heure devant soi pour regarder les bilans, analyser concrètement un peu l'actualité de ces entreprises, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais voilà, il va falloir prendre en considération que ça prend du temps et qu'il va falloir tout simplement en consacrer un minimum à ce niveau-là. Ensuite, on a la partie volatilité qui est aussi un gros risque. C'est les actions individuelles, ça peut être extrêmement volatile, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Là, je vous ai pris un exemple. L'action Boeing, alors actuellement, elle est cotée à 176 $. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir son prix au 21 février 2020. Vous pouvez voir 330 $. Un mois plus tard, donc c'est pas 6 mois plus tard, un mois plus tard, au 21 février 2020, on passe au 20 mars 2020, on était à 95 $ divisé par 3. Alors effectivement, c'est là où on a commencé à parler de la crise avec le Covid, etc. Mais vous pouvez voir la volatilité qui peut être folle. On passe de 330 à 95 divisé par 3 en un mois. Donc, il faut aussi être prêt à ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié, différents secteurs, différentes tailles d'entreprise et géographiquement aussi. Ensuite, quatrième risque, c'est les biais émotionnels. Donc là, on va voir qu'il y a 3 biais principalement que je vais vous partager. Donc là, c'est les investisseurs qui peuvent être influencés par des biais émotionnels, donc conduisant à des décisions impulsives et potentiellement dommageables. Donc premièrement, on a le biais de familiarité. Donc là, c'est la tendance à préférer les actions d'entreprise que l'on connaît ou qu'on utilise plutôt que d'évaluer objectivement leur potentiel de rendement et de risque. Typiquement, se dire, moi, j'aime beaucoup Apple, j'ai un téléphone Apple, j'ai un ordinateur Apple, donc j'adore leurs produits, j'investis sur Apple. C'est vraiment un biais de familiarité. Il faut quand même faire attention à ça parce que c'est pas parce que nous on aime une entreprise que forcément cette entreprise elle est rentable, cette entreprise elle innove vachement, cette entreprise elle n'a pas de concurrents. Non, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer autour. Donc il faut faire très attention au biais de familiarité. Ensuite, on a le biais de confirmation. Donc là, c'est la tendance à rechercher et interpréter sélectivement les informations qui confirment ses croyances préexistantes sur une action particulière. Typiquement, on regarde les actualités d'une société qu'on a en portefeuille et on voit un élément concernant cette société et ça va nous conforter dans notre idée de se dire je vais devoir racheter des actions, je vais devoir vendre sans directement regarder concrètement les chiffres, les réelles données, juste à travers des informations qui peuvent sortir en termes d'actualité. Ensuite, en troisième point, c'est le biais de disponibilité. Donc là, c'est la tendance à surévaluer les informations facilement disponibles ou récemment mémorisées sur une action, plutôt que d'analyser de manière objective toutes les informations pertinentes. Donc ça aussi, très important, faire en sorte de vraiment se focaliser sur les données, les chiffres, le concret et en aucun cas tout ce qui est actualité, éléments qu'on a mémorisés, une information qui a été partagée sur les réseaux sociaux par telle ou telle personne qui investit sur le titre. Ensuite, cinquième élément, c'est le coût de transaction. Donc acheter et vendre des actions individuelles peut entraîner des coûts de transaction élevés, réduisant les rendements nets, c'est-à-dire que ça va contribuer à réduire la performance, ces coûts de transaction. Alors encore une fois, si on a un très gros portefeuille, imaginons on a 500 000 € de portefeuille, au final, les coûts de transaction sur certains comptes titres peuvent être fixes
Donc ça peut être assez raisonnable et pour le coup pas très très visible sur la performance. Par contre, une personne qui a un portefeuille entre 0 et 10 000 euros, bah là clairement il y a vraiment des coûts de transaction qui représentent quand même des pourcentages s'il y a des achats et des ventes qui se font de manière régulière. Tout ça, vraiment, il faut le regarder, surtout quand on a un portefeuille qui est autour de 40 actions, comme le conseille Warren Buffett, pour avoir réellement une diversification sectorielle, géographique, en termes de capitalisation. Sixième point, c'est l'expertise nécessaire. Donc là, on s'en doute, c'est qu'investir efficacement donc, dans des actions individuelles, ça nécessite une expertise en analyse financière, en évaluation des entreprises. Et donc ça, ça prend du temps possible pour développer cette expertise. Et du coup, il faut être sûr en fait, d'être meilleur que le marché. Et du coup, il faut vraiment être fort en soi pour l'être, parce qu'encore une fois, on peut battre le marché pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Beaucoup d'investisseurs arrivent à battre le marché sur ce laps de temps, mais ce qui compte, c'est pas sur ce laps de temps. C'est à la fin, au bout de 30 ans, compter les billes et regarder qui a passé concrètement le moins de temps pour gagner le plus. Et très souvent, c'est plus des personnes qui ont investi un peu de manière passive et qui ne sont même pas des experts en investissement, mais qui ont finalement fait en sorte d'investir sur des choses beaucoup plus simples, des actions individuelles aussi, mais via en général des ETF ou d'autres types d'actifs. En septième point, c'est le suivi continu. Donc ça, les actions individuelles nécessitent un suivi et une réévaluation continue, ce qui peut être exigeant, mais si on est passionné, c'est aussi quelque chose qui peut être au-delà de finalement exigeant, qui peut être stimulant. Et donc ça aussi, si vous êtes une personne qui est vraiment passionnée par les actions individuelles, par le fait de les choisir, d'analyser des bilans, suivre les actualités, etc. Donc vous avez quand même beaucoup de temps libre à côté de votre activité. Et potentiellement, c'est quelque chose aussi qui peut permettre un peu de mieux comprendre comment fonctionne une entreprise, quelles sont les choses les plus importantes. Donc ça peut être aussi très très stimulant. Après ça, en huitième ici danger, c'est le risque de perte totale, littéralement. Donc une action individuelle peut perdre toute sa valeur en cas de faillite de l'entreprise. Un risque moindre avec des ETF qui sont diversifiés, où on a toujours les meilleures entreprises. Donc, mis à part si toutes les entreprises du monde font faillite, un ETF ne va jamais à zéro littéralement. Et souvent, il va généralement aussi jamais, lorsqu'il n'est pas à levier, en dessous de moins 50, moins 60 en cas de très très grosse crise. Une action, il n'y a rien qui n'empêche une action de valoir zéro, même une très grosse entreprise, Apple, dans la réalité, même si ça peut paraître compliqué aujourd'hui, c'est une action qui réellement pourrait aller à zéro en soi. Il n'y a rien qui l'empêche d'aller à zéro directement. Neuvième point, c'est l'impact des informations asymétriques. Donc les investisseurs particuliers n'ont pas toujours accès aux mêmes informations que les investisseurs institutionnels, ce qui peut désavantager leurs décisions. Et ça, c'est quand même un point très très important, c'est que du coup, si on investit en actions individuelles, il faut avoir un petit peu un avantage sur le marché. Mais la réalité, c'est qu'en fait, en tant que particulier, il y a plein d'avantages qu'on n'a pas par rapport un peu à des initiés, des personnes qui ont des informations qu'on n'a pas du tout accès en tant que particulier. Et ça, du coup, c'est aussi un risque qu'on prend. C'est qu'il y a des personnes qui ont les infos bien avant nous. Si nous, on se sert des infos qui sont sur le web, juste quand le bilan sort, on lit le bilan, on prend notre décision. Il y en a déjà qui ont vendu de l'autre côté ou acheté de l'autre côté. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. En 10e point, c'est le rendement inférieur historiquement. Donc peu d'investisseurs individuels parviennent à surperformer les indices du marché sur le long terme. Alors là, c'est même pas les investisseurs individuels. Ici, pour l'exemple, sur l'Europe, ça c'est les investisseurs professionnels. Donc là, c'est notamment des fonds directement d'investissement. On peut voir que sur 10 ans, et 10 ans, c'est pas énorme. Sur 10 ans, ils sont que 8% à surperformer. Et sur 20 ans, on arrive, je pense, même en dessous des 5%. Et sur 30 ans, on doit être à 2-3%. Donc ça, c'est les fonds professionnels qui ont des informations bien avant les particuliers. Et malgré ça, ils sous-performent un indice ici qui est l'Europe 350. Bon, c'est pareil sur tous les indices, du S&P 500, n'importe quel indice, ça sous-performe sur le long terme. Et plus on est sur une durée faible, imaginons 1 an, 6 mois, etc., plus là, il y a vraiment quelque chose qui est assez similaire, voire des fois les fonds qui battent sur le très court terme directement des fonds indiciels. Et donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut regarder, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a de fortes chances d'avoir des rendements
inférieur. En tout cas, c'est ce qui a toujours été le cas par des fonds professionnels. Donc pour un particulier de battre des fonds professionnels, c'est assez compliqué, même si certains, encore une fois, peuvent y arriver. Il ne faut pas forcément se décourager, mais il faut prendre les chiffres et les chiffres sont les suivants aujourd'hui. En 11e point, c'est le délai de réaction. Donc les investisseurs individuels peuvent être lents à réagir aux nouvelles informations par rapport aux professionnels, ce qui peut affecter les rendements. Tandis que les professionnels, clairement déjà, ils ont les informations souvent bien avant. Au-delà de ça, ils sont reliés aux places des marchés. Souvent, ils sont branchés avec des câbles sous terre pour passer les ordres beaucoup plus rapidement. Encore une fois, ils ne sont pas sur leur application sur le téléphone ou sur le PC en train de passer leurs ordres. Non, non, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont mis en place et c'est la majorité aujourd'hui des choses qui ont été mises en place. C'est des algorithmes par ces banques et ils ne s'embêtent plus forcément à se dire bon, tiens, Gérard, mets-toi sur le PC. Et dès qu'il y a le bilan qui sort, tu lis le bilan et ensuite tu décides si on vend une partie des actions de cette entreprise ou si on rachète. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un algorithme qui analyse énormément d'informations, voire plusieurs algorithmes et tout est clairement pour la majorité automatisé. Ce qui fait que le prix d'un actif aujourd'hui, peu importe le prix de l'action, est souvent en fait le juste prix au jour J. Ça ne veut pas dire qu'il est surévalué ou sous-évalué. Enfin, il peut l'être, bien entendu. Une action qu'on achète 50 fois les bénéfices, elle est surévaluée théoriquement. Mais la réalité, c'est que c'est quand même le prix des acheteurs et des vendeurs qui estiment que c'est ce prix-là, aujourd'hui en tout cas. En 12e point, c'est le coût d'opportunité. C'est que l'argent qui est mobilisé dans des actions individuelles sous-performantes pourrait être mieux utilisé dans des investissements plus diversifiés. C'est que très souvent, lorsqu'on va sous-performer sur une action individuelle, on va pouvoir se dire c'est pas grave, je pense que ça va remonter dans 1 an, dans 2 ans. Je la garde. En attendant, j'ai mes autres actifs où ça marche bien, ça se passe bien. Et du coup, il y a un coût d'opportunité. C'est que pendant que cette action, c'est pas top, cet argent-là pourrait servir à autre chose qui ramène beaucoup plus de performance. 13e point, c'est le risque de fraude. Donc ça, c'est plus au niveau des petites entreprises donc, qui peuvent être plus susceptibles de fraude ou de mauvaise gestion. Donc des risques aussi réduits avec les ETF qui regroupent de nombreuses actions. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées au tapis par rapport à des fraudes. Pas parce qu'il y a une fraude, ils vont à zéro ou l'entreprise ferme, mais non, mais en fait, c'est plus par rapport à la perte de confiance des investisseurs qui est très très important. Donc du coup, on a des cours qui se prennent à moins 50% parce que en fait, cette entreprise-là a fraudé cette chose-là, a pas payé ça, etc. Donc ça peut vite être catastrophique sur ce point. Et en 14e élément, c'est la capacité limitée d'influence. C'est que les investisseurs individuels ont souvent une capacité limitée à influencer les décisions de gestion ou les performances d'une entreprise, contrairement aux grands actionnaires institutionnels, du coup, qui sont pour le coup, qui ont une grosse partie de l'entreprise, donc qui ont un impact considérable sur l'évolution de cette entreprise. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut savoir aux actions individuelles. Encore une fois, le but n'est pas du tout de décourager ce type d'investissement. Juste, il faut vraiment prendre en considération ces éléments. Si sur le long terme, on souhaite avoir quelque chose de performant et au-delà de ça, avant de se lancer dans quelque chose, être au courant du temps que ça va prendre, de l'expertise qu'on va devoir développer sur le long terme pour finalement ne serait-ce que déjà faire la performance du marché, ce qui est déjà excellent à ce niveau-là. Aussi, si vous souhaitez investir, que ce soit en action individuelle ou directement en ETF, je vous mettrai un lien ci-dessous qui vous permet d'avoir une action offerte. Alors, ce n'est pas un ETF offert, c'est une action offerte. Souvent, c'est une action ES, Microsoft, Tesla, on a du Nvidia, etc. sur Trade Republic à l'ouverture de votre compte qui, pour le coup, l'ouverture, elle est gratuite, ça prend 5 minutes et on a une action gratuite, ce qui est plutôt cool. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos et de toute manière, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.